bien. Alors, on est très heureux à la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec de prendre ce moment pour discuter avec vous, pour vous faire part un peu là, de notre démarche, la création des coopératives de services à domicile, la création également des coopératives de santé au Québec. Alors, on va faire un bref historique, on va revenir sur des éléments ou des événements qui ont été importants. Je pars du principe que vous ne nous connaissez pas du tout. Alors, je vais essayer d'être ordonné et bien structuré pour vous présenter quand même une démarche qui est chronologique, mais également stratégique là, au niveau des informations qu'on va vous transmettre. Il faut savoir que la Fédération existe depuis déjà quelques années, mais à la base, cette fédération-là a été créée par les coopératives de services à domicile. Alors, on a vu la naissance au Québec en 89 d'une première coopérative de services à domicile. Et à ce moment-là, quand cette coopérative de services à domicile a été créée, il n'y avait pas de programme gouvernementaux. C'est vraiment une initiative citoyenne, particulièrement portée par des personnes plus âgées, avec des partenaires du milieu, puis avec une présence importante quand même de Desjardins, qui est, vous le savez, là, une institution financière très importante pour nous ici au Québec. Alors, on a eu la naissance de ces premières coopératives-là. En fait, il y en a eu 5 là, qui ont vu le jour à Laval, Sherbrooke, Lévis, dans la région de Québec également, la coopérative du Cap-Diamant, et puis une qui m'échappe là rapidement, mais il y en avait 5 au départ. La première a vu le jour, comme je vous le disais, en 1989, et ces 5 coopératives-là se sont rapidement là constituées, on le verra, là, une fédération, ce que nous sommes. Il faut savoir, au même moment où cette première coopérative, ou ces premières qui avait pour mandat là, de livrer des services, faciliter la vie domestique là, des personnes, de leurs membres, il y a toute une démarche qui se faisait au Québec. On était à une époque où le taux de chômage était très élevé. On était aussi à une époque où on anticipait un vieillissement de la population qui serait important, puis on mettait en doute là, de la capacité de l'État à répondre aux besoins. En 96, il y a eu le sommet sur l'économie et l'emploi. Alors, c'était comme une conclusion d'une démarche qui avait été amorcée là, préalablement par le gouvernement québécois. Et lors de ce sommet-là, en 1996, il y a eu un projet de mettre sur pied tout un réseau d'entreprises d'économie sociale qui s'inspirait un peu de différentes expériences qui avaient vu le jour au cours des dernières années, que ce soit en employabilité, en intégration en emploi, ou encore l'expérience des coopératives dont je vous ai parlé il y a un instant, qui avaient déjà en 96, on le sait, on parle de 89-96, qui avaient déjà 5-6 ans là, d'existence et d'expérience. Alors, on avait toujours les mêmes 2 besoins, c'est-à-dire un besoin de répondre à des besoins pour une clientèle en perte d'autonomie où on anticipait une croissance importante. Et de l'autre côté, à cette époque-là, en 95-96, on avait un taux de chômage important. On avait aussi beaucoup de femmes. Il y avait eu d'ailleurs un exercice ou en tout cas une démarche qui s'appelait la marche des femmes du pain et des roses, qui a quand même joué un rôle important. Si vous faites une recherche là sur Internet, vous allez trouver de la documentation sur cette activité-là, la marche des femmes du pain et des roses, où on voulait permettre aux femmes d'avoir de meilleures conditions, notamment des conditions de travail, mais surtout d'avoir des emplois, alors que le taux de chômage était plus élevé qu'il est aujourd'hui. Donc, lors du sommet, il y a eu un projet, il y a eu une idée de créer un réseau d'entreprises qui permettrait de livrer des services à des personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées ou encore handicapées simplement, et aussi de créer des emplois chez ces femmes dont je vous ai parlé il y a un instant. Il y avait aussi une volonté à l'époque de contrer le travail au noir. Alors, il y avait, on savait que beaucoup de travail au noir se faisait justement par ces mêmes clientèles-là et pour ces mêmes clientèles-là. Donc, il y avait en toile de fond aussi cette volonté-là de contrer le travail au noir. Le gouvernement du Québec, à l'époque, a, pour donner suite ou permettre la réalisation de ce vaste projet de réseau-là, a initié un programme qui s'appelle le programme d'exonération financière pour des services d'aide domestique. Alors, ce programme-là, dont je vais quand même prendre un moment pour vous parler, est quand même un élément central et déterminant dans la réussite de toute la démarche.
Ce programme-là se voulait une occasion de donner une aide financière aux usagers des entreprises dont on s'apprêtait à développer, des entreprises qu'on s'apprêtait à développer. Ce programme-là, qu'on appelle communément ici encore au Québec le PEFSAD, offrait une aide financière qu'on appelle l'aide fixe à tous les usagers. Peu importe le profil de l'usager, qu'il ait 18 ans, qu'il en ait 70 ou 80, il y avait dans le programme, il y a toujours aujourd'hui une aide fixe qui est une aide financière de 4 $. Ensuite, pour les clientèles 65 ans et plus, les clientèles en perte d'autonomie, il y a un deuxième volet à ce programme-là qu'on appelle l'aide variable. Alors, cette aide variable-là tient compte du revenu de la personne, de l'usager, et est modulée en fonction de son revenu. Donc, ça peut varier. À l'époque, quand le programme a été créé, ça pouvait varier de 0 à 6 $. Donc, Madame Tremblay, notre usager, profitait d'un rabais ou d'une diminution de sa facture de 4 $ avec l'aide fixe. Par la suite, elle pouvait profiter aussi d'une aide financière qui pouvait varier de 0 à 6 $ pour pouvoir atteindre 10 $, ce qui permettait de diminuer la facture. À l'époque, les entreprises vendaient leurs services à peu près 12 ou 13 $. Donc, Madame Tremblay, l'usager qui va nous aider aujourd'hui dans tous les exemples que je vais donner, Madame Tremblay avait une facture de 13 $, mais elle avait une aide fixe de 4 $, une aide variable de 6 $. Donc, elle devait assumer au total 3 $ pour chaque heure de service qu'elle consommait. Beaucoup d'intervenants se sont mis à la tâche pour créer ce réseau d'entreprises-là. Et il y en a 102 aujourd'hui. Alors, au départ, il y avait les 5 coopératives dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, il y a 102 entreprises, à peu près à proportion égale, de moitié coop, moitié organisme à but non lucratif. Bien entendu, pour le programme dont je viens de vous parler, le programme d'aide financière, pour permettre l'accès à vos usagers, à l'usager de l'entreprise, pour permettre l'accès au programme aux usagers de l'entreprise, il fallait que la coopérative ou l'organisme à but non lucratif soit accrédité par le ministère de la Santé. Il y avait plusieurs conditions, plusieurs facteurs qui faisaient en sorte qu'une entreprise pouvait être accréditée, mais un des principaux facteurs, c'était d'être une entreprise collective, coop ou OBNL, d'être exploité à des fins non lucratives, c'est-à-dire s'interdire, par exemple, le versement de ristournes, et d'avoir le soutien aussi de l'environnement local et régional. Alors, ça fait en sorte que 102 entreprises ont vu le jour qui avaient ce profil-là, qui couvre l'ensemble des régions du Québec. Au moment où on se parle, même des régions les plus éloignées, je vais vous donner l'exemple de Tête-à-la-Baleine, qui est une région qui est au nord, qui est très éloignée, a des services. On a une entreprise là-bas qui peut offrir des services et on en a dans les zones urbaines, semi-rurales ou très rurales. Ça a pris quelques années. Je parlais du sommet sur l'économie et l'emploi qui était l'élément déclencheur là, de la mise sur pied de ce réseau d'entreprises-là. Cependant, ça s'est pas fait en un an. Alors, j'estime moi que le chantier de mise en place de ce réseau-là s'est étendu de 96 à peu près 2002. Donc, ça a été un bon 6 ans là où il y a eu une mise en place là, de ces entreprises-là, souvent accompagnées par les coopératives de développement régional. Vous savez qu'au Québec, on a la chance d'avoir un réseau de 11 coopératives de développement régional qui ont un mandat du mouvement coopératif, mais également du ministère, qui est aujourd'hui un ministère qui s'appelle le ministère des Finances et de l'Économie. Ces coopératives de développement régional-là ont un mandat de promotion et de concertation, de développement coopératif et de développement de l'emploi et également d'accompagnement. Alors, les coopératives de développement régional ont participé à la mise sur pied d'à peu près 48 coopératives de services à domicile. Pour les organismes à but non lucratif, elles étaient accompagnées par les organismes de développement économique, souvent par les C3S, les centres de santé et de services sociaux, ou encore, dans la plupart des cas, coop ou non, encore peut-être de façon plus évidente là, en coopération, mais coop ou non, les caisses populaires des jardins étaient très présentes. Donc, pendant 6 ans de temps,
on construit ce réseau-là. 102 entreprises, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, elles emploient, ces 102 entreprises-là, approximativement 6700 préposés d'aide à domicile. Elles offrent des services à près de 100 000 usagers. En fait, il y en a 87 000 approximativement dans le programme d'exonération financière, mais on a aussi des usagers qui utilisent d'autres services qui sont pas nécessairement là couverts par le programme d'exonération financière. Un peu plus loin, là, je vais vous décrire les services qui sont présents à l'intérieur de ce programme-là. Mais par souci de respecter un peu la présentation qu'on vous a fait, vous trouvez là dans les premières pages la mission de la Fédération, qui est une mission conventionnelle. Donc, c'est en 96 que les coopératives de services à domicile ont créé la Fédération et lui ont donné une mission puis différents mandats. Assurer la promotion et le développement du secteur, favoriser les échanges d'informations et d'expertise, protéger, défendre et promouvoir, bien entendu, offrir et apporter aux besoins du soutien technique, soutenir les membres dans l'amélioration de la qualité des services et promouvoir l'éducation coopérative, bien entendu. Concrètement, nos journées, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, en fait 17 ans plus tard, on a développé plusieurs services professionnels qu'on offre à nos membres. En fait, nos membres ont accès à une équipe de, aujourd'hui, je crois, c'est 14 intervenants, dont plusieurs professionnels. On parle de droit, de recherche-développement, de santé, sécurité du travail, de ressources humaines, de comptabilité, de gestion d'entreprise, et j'en oublie peut-être quelques-uns, là. Alors, c'est une fédération qui a évolué. On a aujourd'hui plusieurs membres, je vais vous les préciser tantôt, mais notre mission et nos mandats, c'est ceux que vous retrouvez là, aux pages 2 et 3. Naturellement, les valeurs qui sont derrière la démarche, que ce soit la démarche au sein des coopératives ou encore la démarche au niveau de la fédération, c'est les valeurs coopératives, les 5 valeurs coopératives que vous connaissez peut-être: prise en charge et responsabilisation, démocratie, égalité, équité et solidarité. Et je vous dirais que c'est pas ésotérique, ces valeurs-là. On les a même écrits, si vous étiez devant moi, vous les verriez, ils sont écrits sur le mur et ils nous animent et ils nous soutiennent aussi dans notre quotidien parce qu'ils inspirent aussi là, comment on fait les choses. Donc, je vous ai parlé en 89 de la première coopérative, en 96 du sommet sur l'économie et l'emploi, de la fondation de la fédération en 96 et en 2008, et un moment important où on a ouvert notre membership à la fédération, également aux coopératives de santé, dont je vais vous parler un peu plus loin. Et plus récemment, en 2011, la fédération est devenue membre du consortium coopératif québécois de services fédératifs, qui nous permet justement d'avoir accès à toutes les ressources que je vous ai décrites tantôt. Au moment où on se parle, ce sont 63 coopératives et organismes à but non lucratif. Et je voudrais même que si on est d'actualité, là, c'est 65 parce qu'il y a 2 demandes d'adhésion qui sont en attente d'un prochain conseil d'administration. Donc, c'est 65 coopératives et organismes à but non lucratif qui sont membres ou membres auxiliaires de la fédération. Tantôt, je vous ai parlé de 102 entreprises. Alors, on a 65 de ces 102 entreprises-là qui sont affiliées à la fédération. Je vous ai parlé d'un nombre d'usagers, 90 000 approximativement dans le programme, mais également d'autres usagers qui utilisent d'autres services. Je vous ai parlé au total dans le réseau de 6 700 préposés. Dans nos 65 entreprises, on estime que on parle ici dans la présentation qu'on vous a envoyée de 3 000, mais j'estimerais, moi, que c'est plutôt maintenant, avec l'augmentation du membership, c'est plutôt 4 000 ou près de 4 000 préposés d'aide à domicile. Je fais juste une parenthèse, puisque je parle des préposés d'aide à domicile, il faut savoir que au Québec, depuis quelques années, c'est un métier, préposé d'aide à domicile. Donc, le ministère de l'Emploi reconnaît ce métier-là. Il y a une norme professionnelle aussi qui a été qui a été créée, ça va être plus simple, qui a été créée et où on retrouve 6 compétences qui sont importantes. Alors, il y a tout un processus soutenu par l'État et soutenu par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui a fait en sorte que ces 6 700 préposés-là ont un métier, mais ont aussi une certification suite à une démarche là, d'accréditation. Au moment où on se parle,
Il y a 6000, à peu près 6700 heures qui sont dans le programme d'exonération financière, qui sont livrées par par le programme. Et ce sont un peu plus de 3 millions, peut-être ça aussi vers 3,5 millions, qui sont livrés par les 65 entreprises qui sont affiliées à la Fédération. Au moment où on se parle au Québec, vous savez qu'on a un grand projet. Le nouveau gouvernement québécois a initié un projet à la fin du printemps, au début de l'été, avec un livre blanc, et c'est un projet au niveau de l'assurance autonomie. Alors, on est conscient au Québec qu'il y a un vieillissement de la population qui est important, il y a une croissance, il y a une demande qui est très, très présente, et il y a une certaine incapacité aussi de répondre à toute la demande. Alors, on a une démarche qui est entreprise par le gouvernement actuellement pour changer nos pratiques, changer nos façons de faire, créer une caisse de soutien à l'autonomie, mais aussi et surtout, c'est peut-être ce qui nous anime le plus, changer nos façons de faire. C'est-à-dire que très souvent encore au Québec, on va héberger les gens. Alors, les gens doivent quitter leur domicile à un moment donné quand il y a une perte d'autonomie et ils s'en vont en hébergement. On sait qu'en hébergement, c'est très coûteux, c'est très cher et c'est pas des plus heureux. Très souvent, tout le monde le sait, vous le savez aussi, là où on est le mieux, c'est souvent chez nous. Alors, il y a une volonté de faire en sorte que les personnes en perte d'autonomie puissent vivre plus longtemps chez elles en obtenant des services. Et dans ce projet-là, on souhaite favoriser le soutien à domicile et on souhaite surtout, si vous faites un peu de lecture sur le sujet, vous allez le constater, que les entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont ciblées comme des partenaires de premier chef là, pour réaliser ce vaste projet de soutien à la perte d'autonomie au Québec. Donc, c'est un projet qui nous occupe. Je vous donne un exemple. Au cours des dernières semaines, on a eu deux auditions en commission parlementaire. On a eu 61 intervenants qui se sont présentés en commission parlementaire. Alors, si vous le souhaitez, même, on pourrait vous transmettre, ce serait très formateur. Gabriel pourrait vous transmettre les liens électroniques pour entendre ces deux auditions-là. Ça vous permettrait, en plus de la journée d'aujourd'hui et de l'échange qu'on a, de vraiment mieux connaître encore notre système au Québec au niveau du soutien à domicile et de la santé, mais au niveau de l'intervention que les entreprises dont je vous parle aujourd'hui font. Oui, Gabriel? Juste avant de continuer, peut-être un mot sur la création d'emplois qui va être attitré à... Oui. Alors, on sait, on a parlé de 6700 préposés actuellement. Alors, dans le projet de soutien de soutien à domicile, dans le cadre du projet d'assurance autonomie, on souhaite accentuer l'offre de services par les ESAD, par les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. On souhaite accentuer cette offre de service-là. Cette offre de service-là était particulièrement concentrée. La majeure, c'était au niveau des activités de la vie domestique, donc tout ce qui touche l'environnement de la personne. Dans le projet de soutien à domicile et d'assurance autonomie, on souhaite élargir le panier de services encore plus qu'il ne l'est maintenant vers les activités de la vie quotidienne. Donc, tout ce qui touche l'individu, se lever le matin, se laver, manger, prendre son bain, etc. Et ça va même, ça peut aller assez loin. On essaie, nous, de circonscrire quand même les tâches qui nous sont confiées en fonction des compétences des préposés qui œuvrent dans les ESAD, mais il y aura une création d'emplois accélérée au cours des prochains mois, des prochaines années, si on va de l'avant là dans le projet d'assurance autonomie, et si on va de l'avant aussi dans le développement de nos services. Actuellement, au moment où on se parle, il y a plus de la moitié des 102 ESAD qui font déjà des services au niveau des activités de la vie quotidienne. Alors, on était très présent au niveau de l'aide domestique. Là, de plus en plus, depuis plusieurs années déjà, on assiste à un développement de services au niveau des activités de la vie quotidienne. Et par contre, il y aurait une croissance là, dans le cadre du soutien à domicile, dans le cadre de l'assurance autonomie, qui serait encore beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, on parle possiblement de création de centaines, sinon de milliers d'emplois dans les prochaines années ou même dans les prochains mois. Là, c'est fort probable. Environ 3000 emplois à court terme qui pourraient être créés au sein des entreprises et pour lesquels souvent la formation se fait à même l'entreprise. Donc l'employé va se former dans son entreprise ou bien va être ajouté à l'équipe en création d'emploi. Parfait. Je vois que dans mes notes, je devais parler des étapes d'implantation. J'en ai parlé un peu. Je vous dirais simplement, pour avoir, j'ai personnellement
accompagné à peu près 25 de ces 102 entreprises-là dans leur mise en place. Je vous dirais que le processus après en avoir accompagné une ou deux, le processus s'est confirmé puis a été à peu près le même tout le temps. Souvent, c'était le directeur de la Caisse populaire qui était notre premier intervenant. Alors, il y avait une première rencontre avec le directeur de la Caisse populaire afin qu'il puisse identifier 2 ou 3 leaders dans le milieu, des coopérateurs ou non, mais des leaders dans le milieu. Par la suite, il y avait une rencontre avec ces 2-3 personnes-là où on présentait ce que pourrait être une entreprise qu'on créerait là, en matière de soutien à domicile. Normalement, il y avait de l'intérêt, bien entendu, et rapidement, on allait vers la création d'un comité provisoire. Comité provisoire qui était, bien entendu, qui trouvait sa source là auprès d'un représentant de Desjardins, des 2-3 leaders dont je vous ai parlé il y a un instant, et stratégiquement, on allait chercher aussi des représentants d'organismes locaux, que ce soit le Centre de santé de services sociaux, très, très souvent, il était autour de la table. Desjardins, je l'ai dit, des organismes communautaires, souvent même, ça pouvait être le représentant de l'école. Il y avait un comité provisoire de 10 ou 12 personnes qui se créaient et qui travaillaient sur l'élaboration d'une étude de faisabilité ou la réalisation d'un plan d'affaires. Généralement, ça prenait je vous dirais, entre 1 an et 18 mois, entre le moment où on avait les premières rencontres dans les milieux et la création de l'entreprise, de la coopérative, ça prenait entre 1 an et 18 mois avec ce comité provisoire-là qui se divisait en 3 sous-comités, un sous-comité finance, un sous-comité plan d'affaires, puis un sous-comité là, qui travaillait plus là, sur les communications, parce que les communications étaient très importantes. On souhaitait l'adhésion de plusieurs citoyens là, à l'intérieur de ces entreprises-là. Par la suite, étude de faisabilité, plan d'affaires, participation financière importante de Desjardins dans la plupart des projets que moi j'ai vus, et également, bien entendu, accès au programme d'exonération financière dont je vous ai parlé tantôt, qui permettait à l'usager d'avoir une diminution de son tarif horaire. Les services qui, bien entendu, je vous invite à prendre bien connaissance de ce qu'est une entreprise d'économie sociale dans la présentation qu'on vous a fait parvenir. On l'a bien survolé quand même. On l'a survolé, mais si vous voulez vraiment l'avoir en des mots bien structurés, ben, je pense dans la présentation que vous l'avez. Le panier de service est à peu près le même au moment où on se parle. Alors, ça vous donne une description des services au niveau des activités de la vie domestique, mais également au niveau des activités de la vie quotidienne. Qui sont dans le cas, ça c'est important, là, au niveau des services d'activité de la vie domestique, c'est admissible au programme dont je vous ai parlé. Pour le moment, au niveau des AVQ, des activités de la vie quotidienne, c'est par l'entremise des C3S que l'usager obtient une aide financière pour se payer des services, ou encore il achète directement les services à l'entreprise sans avoir un soutien financier là, du Centre de santé et de services sociaux. Actuellement, on a bien entendu une fédération, ça a toujours des projets, des projets qui doivent répondre aux besoins de nos membres. Actuellement, on en a 4 particuliers, donc vous comprenez bien que la fédération va offrir des services professionnels par l'entremise des ressources dont je vous ai parlé tantôt, mais on travaille plus spécifiquement en matière de recherche-développement, puis en matière de gestion de projet, sur 4 projets dans le secteur des services à domicile. Je vais laisser la parole à Gabrielle pour qu'elle puisse vous les présenter très brièvement, bien entendu. Oui, alors au niveau des services à domicile, les projets qui ont été déposés sont des projets particulièrement axés sur le développement des affaires, dont un qui emporte carrément le nom. Comme Benoît l'a expliqué au début, il y a des changements qui s'opèrent en ce moment dans les ESAD, et il y a tout un pan de développement de services qui devrait être plus concret, plus organisé au niveau des activités de la vie quotidienne. Donc, la majeure du projet porte sur le développement de ces services-là par les entreprises, le soutien des entreprises dans ce virage-là et la gestion des résultats attendus au bout de ce projet-là. Donc, au niveau de l'offre de services, le redéploiement et du service à l'usager, donc de la qualité. Dans un deuxième temps, il y a tout un projet qui est plus spécifique aux ressources humaines, donc à la gestion des ressources humaines, par l'entremise d'une équipe de conseillers ici qui travaille à la Fédération, plusieurs ressources en gestion des ressources humaines qui travaillent à améliorer toujours le quotidien. Ça peut, par exemple,
se traduire par une politique de gestion de la performance, des bilans sur l'implantation de politiques d'encadrement des employés, des codes d'éthique, des choses comme ça. Donc, ça donne des outils aux entreprises pour, dans leur opération courante, être plus efficaces et mieux encadrer leurs ressources humaines. Sinon, aussi au niveau des tâches administratives, les SR fonctionnent avec des logiciels pour gérer un peu tout ce qui est logistique au niveau des employés, des payes, des heures, des clients, tout ça. Donc, ils utilisent un logiciel qui est Horaire Plus. Ce logiciel est utilisé par une grande majorité, ce n'est pas la totalité des entreprises. Je pense qu'il y a un volet comptable aussi. Donc, nous, on amène de l'encadrement pour bonifier ce logiciel-là et pouvoir l'adapter toujours de plus en plus aux besoins des entreprises. Et enfin, il y a un projet, en fait, qui parle l'entremise de la table des fédérations sectorielles, puisqu'au Québec, il y a une certaine façon d'organiser les services et les coopératives, certains secteurs de coopératives couvrant un territoire et ayant des buts et des objectifs communs ou des services communs, se sont rassemblés, se sont fédérés. Donc, ces fédérations-là, il y a 10 fédérations sectorielles qui se sont dotées d'une table de travail. Donc, ça prône l'intercoopération entre les fédérations parce que souvent, il y a des besoins et des objectifs communs en termes à titre de coopérants avec des entreprises qui œuvrent dans des conditions semblables. Alors, c'est des organisations d'événements où les gens peuvent se concerter. Il y a certains produits plus spécifiques qui peuvent être développés par l'entremise, des suggestions à apporter à cette table-là. Donc, pour les services à domicile, ça couvre quand même un peu les secteurs dans lesquels on œuvre actuellement. Et je vous dirais que c'est à chaque année, on redépose tout un pan de projets. Donc, annuellement, on revoit les projets en fonction des besoins des membres de la fédération. Il faut préciser que quand on parle de déposer de projets, puis c'est important de préciser, vous savez que je vous ai dit tantôt, je vous ai parlé des coopératives de développement régional qui avaient accompagné la plupart des projets de coopératives de services à domicile qui ont vu le jour. Ces coopératives de développement régional-là peuvent faire ce travail-là parce qu'ils ont accès à une aide financière de l'État. On a une aide financière dans le cadre d'une entente qui s'appelle l'entente de partenariat relative au développement des coopératives. Cette entente-là vient du ministère des Finances et de l'Économie. Elle existe depuis plusieurs années. Elle permet le soutien financier des coopératives de développement régional dans le cadre des mandats que je vous ai décrits tantôt. Mais elle permet aussi pour les fédérations sectorielles, ce que nous sommes ici à la Fédération, d'avoir accès à des fonds qui nous permettent de réaliser ce qu'on appelle des projets structurants. Alors, ce que vous a présenté Gabriel, ce sont des projets structurants qui ont obtenu un soutien financier dans le cadre de l'entente de partenariat relative au développement des coopératives, qui est le résultat d'une démarche qui a été faite entre le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et le ministère des Finances et de l'Économie. Je suis totalement conscient que c'est une somme d'informations qui est très importante, mais bon, on va se donner comme objectif aujourd'hui de vous les donner, puis par la suite, on pourra approfondir chacune de ces informations-là, mais on a la préoccupation aussi de vous donner beaucoup de clés de façon à ce que vous puissiez par la suite identifier peut-être les éléments que vous voulez approfondir. Ça nous fera plaisir d'y contribuer. En conclusion, pour le secteur service à domicile, c'est un secteur que moi j'ai eu le plaisir de voir évoluer pour y avoir été très impliqué depuis 1996. C'est un secteur qui a eu une première vie, à mon avis, de 1996 à 2013, mais qui aujourd'hui, avec le projet d'assurance autonomie, puis un virage soutien à domicile de l'État, va connaître une autre époque. L'époque où il y aura plus de services, mais où on a aussi maintenant obtenu une reconnaissance encore plus significative que celle que nous avions avant. Alors ça, c'est quand même un élément de 2013, 2012 ou 2013. Et puis à la Fédération, de façon très prétentieuse, mais réelle, on prend beaucoup de crédit face à ça parce que depuis plusieurs années, on fait beaucoup de représentation gouvernementale. On a accompagné les entreprises, on les a positionnés stratégiquement au niveau du ministère des Finances et de l'Économie, bien entendu, mais aussi auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je sais que le temps passe, donc on pourrait encore parler beaucoup du secteur service à domicile, mais retenez qu'il y a un avenir très prometteur pour ce secteur-là dans les prochains mois, prochaines années. Je vais vous parler maintenant des coopératives de santé.
Rapidement, au départ, je vous ai mentionné qu'au niveau des coopératives de santé, c'est en 2008 qu'on avait, on a constaté un nombre plus important de coopératives de santé. Vous savez que pour faire une fédération, ça prend quelques entreprises. Alors, en 2008, plusieurs de ces entreprises-là avaient vu le jour déjà. Elles ont vu le jour, les coopératives de santé, je dirais, à compter de peut-être plus Ouais, 96, c'est ça, 96, 98, là, il y a eu une première coopérative de santé qui a vu le jour dans la région de la Mauricie. Par la suite, bon, il y a eu une période où il s'en développait très peu et il y a eu un boom, là, je dirais, entre fin des années 90 jusqu'à 2004-2005. On a vu la création au total au Québec d'une cinquantaine de coopératives de santé. Il y en a 35 qui sont maintenant membres de la fédération. Vous avez des statistiques au niveau du nombre de membres et du nombre de patients, du nombre de médecins dans la présentation qui vous a été transmise. Il faut savoir qu'à l'origine d'une coopérative de santé ici au Québec, comme probablement chez vous, quand on avait besoin de consulter un médecin, on allait dans une clinique médicale. Alors, c'était un cabinet là, exploité, le lieu, l'espace, l'infrastructure résultait d'une volonté de 3-4 médecins qui s'étaient regroupés et qui pratiquaient, voyaient leurs patients dans ce lieu-là. À l'époque, bien entendu, ces médecins-là étaient peut-être dans le milieu de leur carrière. Maintenant, plusieurs, au cours des dernières années, plusieurs ont décidé de prendre leur retraite. Vous savez aussi qu'au Québec, on manque de médecins. On aurait besoin d'avoir plus de médecins. Et donc, départ à la retraite, nombre insuffisant de médecins, beaucoup de communautés ont vu disparaître la clinique médicale, chez qui ils allaient consulter le médecin de famille. On parle ici de services de première ligne en médecine, d'omnipraticiens. Et plusieurs ont vu disparaître ces cliniques médicales-là ou ont vu la possibilité qu'elles pouvaient disparaître. Alors, ça a créé une mobilisation de citoyens et d'acteurs locaux et régionaux qui se sont dit, puisqu'il n'y a pas de médecins qui veulent prendre la relève au niveau de la clinique médicale, c'est-à-dire certains voulaient pratiquer, mais ne souhaitaient pas être entrepreneurs et avoir à gérer un édifice, des services, etc. Tu voulais intervenir, Gabriel? Ben, si une petite parenthèse quand même, parce que c'était assez intéressant dans ce que tu amenais. La moitié des clubs de santé sont des créations pures, donc d'un service inexistant, ils ont créé la coopérative pour se doter de services, et l'autre moitié, ce sont quand même des reprises de cliniques qui étaient sur le point de fermer. Donc, c'est vraiment presque tranché au couteau les raisons. Moitié-moitié, il y en a qui l'ont créé, les autres ont repris des cliniques qui allaient fermer pour continuer les opérations, pas fermer les dossiers, perdre les patients et tout ça, les suivis. Donc, c'est quand même assez marquant. Bien entendu, les coopératives de santé, les citoyens se sont mobilisés, ont créé une structure qui est une coopérative de santé. Son objectif, c'est de soutenir une infrastructure qui pourra accueillir un médecin. Je l'ai dit tantôt qu'on était en manque de médecins au Québec. Plusieurs sont à la retraite ou pensent à la retraite, veulent diminuer leur temps de pratique. Beaucoup de médecins aussi, vous savez que 51% ou 54% des jeunes médecins, ce sont des femmes avec une réalité familiale et professionnelle, puis elles ne souhaitent pas faire 90 heures par semaine comme leur père ou grand-père. Alors, elles souhaitent par contre se consacrer à leur pratique. Alors, ce que la coopérative de santé leur offre, c'est un lieu pour venir pratiquer, pour venir rencontrer leurs patients et respecte aussi le nombre d'heures que le médecin est prêt à investir. Il y a des obligations aussi dans le réseau public. Donc, un médecin ici ne peut pas aller pratiquer là où il le veut, là, et comme il le veut. Il doit respecter certains engagements envers une pratique dans le réseau public. Et par la suite, il peut lui rester quelques heures, une journée, une demi-journée ou 2 jours par semaine où il peut aller faire de la pratique en cabinet, en clinique médicale. À ce moment-là, ou à l'urgence. À ce moment-là, on l'accueille, nous, au sein de la coopérative de santé, c'est sûr qu'on souhaiterait avoir des médecins qui viennent 5 jours par semaine, mais on est très heureux d'accueillir des médecins qui ont une demi-journée à donner. Alors, pour plusieurs communautés, ça leur permet d'avoir des services à proximité par un omnipraticien, par un médecin de famille qui est là. Aussi, c'est quelque chose qu'on avait développé comme avec l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux.
C'est-à-dire qu'au niveau de la répartition des effectifs médicaux, le fait que les coopératives de santé, des fois, vont avoir des médecins seulement quelques heures semaine, ça permet une certaine mobilité des médecins qui leur permet de couvrir un territoire plus large que s'ils effectuaient une pratique uniquement dans un cabinet avec un secteur restreint. Donc, en le faisant de cette façon-là, en allant donner quelques heures à la coopérative, quelques heures en cabinet, quelques heures en urgence, ça permet une mobilité de l'effectif médical et une plus grande desserte de population. Voilà. Alors ça, c'est un élément important. On parle de proximité, mais une meilleure répartition des effectifs médicaux aussi. Comment ça se passe dans la coop? La coop, se crée un peu comme je vous ai décrit la création des coopératives de services à domicile tantôt. C'est une mobilisation de citoyens, d'acteurs locaux. Il y a un plan d'affaires qui s'élabore, une étude de faisabilité qui se réalise. Et puis, à un moment donné, on décide de créer cette coopérative-là. Dans la plupart des coopératives de santé au Québec, il y a bien entendu les membres, pour devenir membre, les gens doivent assumer, doivent acquérir des parts sociales, des parts de qualification. Et dans le cas des coopératives de santé, ils doivent aussi assumer une contribution annuelle, donc un montant qui est récurrent chaque année, qui leur permet d'être membres, mais qui permet aussi d'assumer les frais d'exploitation de la clinique médicale. Alors, la clinique médicale, de la façon dont elle fonctionne, une partie de ces frais d'exploitation sont assumés par les citoyens, par l'entremise, soit de la part sociale ou de la contribution annuelle, mais également, la coopérative de santé va tirer des revenus de l'allocation des loyers qu'elle va avoir avec les médecins. Par contre, quand on crée une coopérative de santé, vous comprenez que les premiers temps, on peut avoir un médecin une journée semaine. Alors, d'où l'importance, oui, du loyer qui est payé par le médecin, mais ça prend aussi un apport de la part des citoyens, parce qu'à une journée semaine médecin, son loyer ne suffirait pas à assumer les coûts relatifs à l'infrastructure. La première motivation des coopératives de santé, c'est de permettre une proximité de services de santé de première ligne, donc du médecin de famille. Toutes les coopératives de santé souhaitent avoir des médecins. Alors, l'enjeu du recrutement de médecins est très important. C'est la première motivation, mais de plus en plus aussi, ces coopératives de santé-là ont de l'intérêt pour développer des services au niveau de la prévention et de la promotion en santé. Nous, on les encourage beaucoup à le faire parce que ça donne une autre dimension à la coopérative qui va permettre de satisfaire peut-être le membership, puis qui va justifier aussi la part du membership au niveau de la contribution annuelle. Donc, même si la majeure, c'est au niveau des services curatifs, il y a une volonté et il y a une présence aussi du développement de services en matière préventive, là, en matière de services là, qui vont venir, qui vont être offerts non pas par un médecin nécessairement, mais par d'autres intervenants, que ce soit des infirmières ou d'autres professionnels de la santé. Donc, la majeure dans les coopératives de santé, les services curatifs, mais également un développement qui a une bonne croissance actuellement au niveau des services préventifs. Alors, qu'est-ce que c'est une coopérative de santé? Je vous l'ai un peu décrit. C'est une coopérative qui offre des services de proximité, mais au niveau des services de première ligne en santé. Vous avez dans votre présentation une description du panier de services des coopératives avec quelques statistiques. Je ne les citerai pas. J'imagine que vous pouvez les consulter. Une petite parenthèse qui vient compléter un peu ce que tu disais précédemment. Souvent, les coopératives de santé, oui, vont faire affaire avec du personnel médical, des médecins omnipraticiens, des infirmières, ce type de personnel-là, plus médical. Mais outre ça, il y a plusieurs coopératives qui ont développé des modèles où d'autres professionnels de la santé, qui ne sont pas nécessairement des médecins omnipraticiens ou des infirmiers ou des infirmières auxiliaires, des massothérapeutes, des chiros, des nutritionnistes, des psychologues, peuvent venir se joindre à l'équipe. Et comme c'est des services non assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, c'est des tarifs sur lesquels les membres peuvent avoir certains rabais, donc un avantage d'être membre de leur coopérative. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus puisque le recrutement de médecins et de personnel médical est très difficile. On essaie de développer une offre de services plus diversifiée pour répondre à plus de besoins. Bien entendu, ces coopératives de santé-là deviennent un peu des carrefours de services de santé. Puis là, on parle de services de santé au sens large. Vous voyez dans votre présentation que la Fédération a élaboré un cadre de référence. C'est très important. Il est important aussi de comprendre que les médecins qui pratiquent dans les coopératives de santé sont affiliés au système public. Là.
Alors, un membre ou un citoyen qui consulte un médecin dans une coopérative de santé a le même traitement et il n'a pas à assumer de coût. C'est pas de la privatisation et j'insiste beaucoup là-dessus parce que plusieurs assimilent les coopératives de santé à la privatisation des services de santé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tous les médecins qui pratiquent dans les coopératives de santé sont affiliés à la Régie de l'assurance maladie du Québec et donc utilisent ce que nous, ici, on appelle la carte soleil, ce qui permet aux médecins d'obtenir son paiement là, pour les services qu'il rend aux citoyens. Donc, mais quand même, il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu, par moments, ça a été assez controversé parce que justement, il y a des faits qui nous sont reprochés qui sont pas réels. Là. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de médecin privé dans les coop de santé. Pour faire du pouce sur ce que j'ai avancé avant de parler de la conformité, c'est qu'en fait, quand je disais que les autres services complémentaires ne sont pas nécessairement assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, ce qui veut dire contrairement à tout ce qui est le service du médecin. Donc, il y a une nécessité de conformité. Ce qui n'est pas assuré par la Régie de l'assurance maladie du médecin peut avoir un tarif préférentiel. Le contraire n'est pas vrai. Tout ce qui est assuré par la Régie ne peut pas faire l'objet de tarifs quelconques. C'est ça. Puis le statut de membre non plus. Alors, c'est important de préciser que dans une coopérative de santé, qu'on soit membre ou qu'on soit simplement un citoyen, les deux doivent avoir accès de façon identique là, au niveau du médecin. Il y a 8 principes directeurs qui ont alimenté le cadre de référence dont je vous parle, mais qui est un élément central. Là. On parle de 8 principes directeurs, mais en fait, c'est 48 ou 49 recommandations qui viennent alimenter là, la mise sur pied d'une coopérative de santé et qui alimentent et accompagnent aussi les dirigeants de ces coopératives-là. Bien entendu, on l'a précisé tantôt, dans les coopératives de santé, on change de paradigme. Là. On fait les choses d'une façon différente, tout en étant affilié au système public, mais on a une pratique là, qui est un peu différente à ce qu'on avait dans l'historique. Alors, c'est sûr que ça suscite des interrogations. On a travaillé beaucoup au niveau du positionnement stratégique, au niveau de la représentation gouvernementale, pour améliorer la perception qu'on avait des coopératives de santé. Et je vous dirais encore une fois qu'en 2013, c'est une grosse année pour les coopératives de santé parce qu'on vient d'obtenir quand même une reconnaissance qui est plus réelle, qui est plus concrète, où il y aura même une plus réelle participation du ministère de la Santé et des Services sociaux dans les coopératives de santé. On a, au cours des dernières semaines, d'ailleurs, créé un comité tripartite. C'est une première. Avant ça n'existait pas. Un comité tripartite dans lequel on trouve le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Régie de l'assurance maladie du Québec et la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec. Il y a une volonté du ministre, d'ailleurs, de soutenir financièrement certaines initiatives du secteur. Ça aussi, c'est un élément qui est nouveau et positif. Et il y a aussi, de la part du ministre actuel, le Dr Régent Hébert, une volonté de favoriser le fait que les coopératives de santé deviennent des groupes de médecine familiale. Alors, l'État, le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient financièrement les groupes de médecine familiale. Et là, il y a une volonté de faire en sorte que les coopératives de santé soient plus souvent des groupes de médecine familiale. Puis ça aussi, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une présentation qui durerait un bon moment. Il y a encore des enjeux importants. La reconnaissance, je vous l'ai dit, mais également changer les perceptions. Il y a un énorme travail à faire. Il y a un travail à faire aussi au niveau de l'accompagnement des dirigeants des coopératives de santé. C'est pour ça qu'il existe le cadre de référence qui est c'est pas simplement un document parce que ça nous faisait plaisir de le produire, on en a besoin sur le terrain. Il y a une volonté et on entreprend avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux aussi un processus d'audit. Alors, comme on est en santé, c'est sérieux, c'est important. Alors, on a un conseiller juridique ici à la Fédération qui, suite au développement qu'on a eu ou qu'on a fait d'un processus de conformité, qui va aller faire des audits dans les coopératives de santé pour identifier peut-être les pratiques qui sont non conformes, les faire évoluer vers une conformité, s'assurer du respect des règles et des règlements, des règles et des lois, mais aussi faire en sorte que les coopératives de santé soient en meilleure santé, parce que, bon, il y a toute une recherche, il y a quand même une réflexion stratégique qui a été faite avec les années, et on a un modèle de coopérative de santé qui est préconisé, qu'on souhaite. Alors, le processus de conformité va notamment servir à cela.
Il y a des projets aussi qu'on a actuellement dans le secteur santé, encore une fois, grâce à l'entente de partenariat dont je vous ai parlé tantôt. Gabriel, tu veux peut-être dire quelques mots sur ces projets-là, quoique il y en a que j'ai abordés là, en cours de route. Oui. Ben, sommairement, en fait, le cadre opérationnel, c'est puisque la fédération a inclus le secteur santé, il y a une expertise qui s'est développée. Il y a plusieurs petites choses ponctuelles qui ont été développées, que ce soit pour une situation X ou pour une coopérative X qui avait un besoin. On s'est rendu compte qu'on avait accumulé beaucoup de connaissances et de documents, mais que c'était pas nécessairement facilement accessible donc pour les membres. Donc, on a voulu créer une espèce de trousse d'outils ou de références, un document que les coopératives allaient pouvoir utiliser. On l'a appelé le cadre opérationnel. Donc, on est vraiment au niveau des opérations de la coopérative et non pas nécessairement des services. Un autre projet était, lui, sur le développement des services en prévention et promotion en santé. En fait, au-delà du curatif, comme on a dit, il y a un développement de services qui se fait au niveau de la prévention et promotion en santé. Donc, ça peut être des ateliers de saines habitudes de vie, ça peut être des clubs de marche, des choses comme ça. Il y a des activités familles qui sont organisées. Un des exemples les plus frappants et les plus mis en valeur dans ce projet-là, c'est les groupes On Sky, qui sont des cercles de saines habitudes de vie par les pairs, donc par et pour les pairs, qui sont des groupes constitués des membres des coopératives de santé. Donc, il y a toute une perspective de développement de services là-dedans qui est très intéressante pour les coopératives de santé. Plus précisément sur ce que Benoît vient de vous présenter, donc tout le pan du recensement conformité qui va entre autres être développé avec le ministère de la Santé pour aller faire des audits puis s'assurer qu'il y a une conformité, une adhérence au cadre de référence de la part des coopératives de santé. Et enfin, il avait été question de faire un projet pour faire un plan de développement des coopératives de santé au Québec. Donc, c'est-à-dire d'aller identifier s'il y a des poches de développement qui pourraient se faire, donc où il y a des secteurs où il n'y a pas de coopératives de santé, où il y aurait un intérêt, et à contrario, peut-être des secteurs qui sont saturés ou qu'il y a une concurrence malsaine entre les entreprises mêmes. Donc, on voulait se doter une vision plus stratégique sur le développement de ce secteur-là au Québec. Alors, ce projet-là va pouvoir nous amener vers une démarche concertée sur le développement du secteur. Merci, Gabriel. Ça me faisait penser, j'écoutais Gabriel, puis je constatais qu'on ne vous a pas dit, je crois, que ce soit les coopératives de services à domicile, elles sont principalement des coopératives de solidarité ou encore des coopératives de consommateurs. Au niveau des coopératives de santé, ce ne sont que elles sont toutes des coops de solidarité. Vous savez que c'est une formule qui a été développée en 1997 ici au Québec. La loi sur les coopératives a été adaptée à ce moment-là, en 1997, où on retrouve au sein d'une coopérative de solidarité 3 catégories de membres. Vous connaissez les coops de consommateurs, de producteurs ou de travailleurs, où on a une catégorie de membres. Eh bien, dans la coopérative de solidarité, on a 3 catégories de membres. On peut en avoir 2, mais généralement, on en a 3, c'est-à-dire les membres usagers, bien entendu, les membres travailleurs et les membres de soutien. Et on entend par membre de soutien toute personne ou société qui a un intérêt social ou économique pour l'objet de la coopérative. Alors, ça crée aussi une dynamique stratégique dans le développement d'un projet ou dans l'existence et les opérations d'un projet, d'avoir ces 3 profils-là autour des conseils d'administration. Ça, c'est très aidant. Les principaux enjeux du secteur santé, c'est l'attrait et la fidélisation du membership. Je l'ai dit tantôt, c'est un élément important. On t'invite à être membre d'une coopérative de santé, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es membre, que tu vas avoir accès à un médecin. Ça dépend de sa disponibilité et de la présence du médecin. Donc, d'où l'importance d'être attractif, mais aussi de les fidéliser et de conserver les membres, même quelquefois quand ils n'ont pas accès au médecin, parce que le médecin a un horaire trop chargé, il ne lui reste plus de disponibilité. Le financement des opérations est un enjeu important, le recrutement des médecins, le développement des services en prévention et en promotion en santé, pour nous, on croit que c'est une voie qu'il faut suivre, qui va permettre de bien se positionner au niveau local, donc de justifier l'existence de la coopérative aussi, mais de justifier le membership. Même si on n'a pas accès aux médecins, il va y avoir d'autres services et ça va permettre aux citoyens d'être membres de la coopérative. Et d'ailleurs, c'est un plan de développement que le ministère de la Santé et le ministre même soutient beaucoup, et ce qui a aidé à créer des liens même avec le ministre de la Santé, c'était de développer ce type de service-là. Donc d'élargir notre intervention.
La complémentarité avec le réseau local de santé pour les coopératives de santé, c'est un enjeu très important. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence, il faut que ce soit complémentaire. Et il y a bien entendu la conformité des coopératives de santé qui est très, très présente. Au niveau du recrutement de médecins, bon, je vous lirai pas le document ou la page qui vous est présentée là-dessus, mais c'est un enjeu qui est primordial. On sait, on l'a dit, dès le départ, ce qui motive la mobilisation de création de coopératives de santé pour des citoyens, c'est d'avoir des services de première ligne, des services d'un omnipraticien, d'un médecin de famille, près de chez eux, le plus près possible de chez eux. Le développement des services de promotion et de la santé, on en a parlé. Je crois que, je ne sais pas, Gabriel, si tu veux ajouter sur ce point-là. Peut-être insister sur la notion de complémentarité qu'on a amenée avec le réseau de la santé, qui sont des réseaux locaux. Donc oui, il y a le ministère, il y a les agences de santé. Parmi les agences de santé, il y a des centres de santé et de services sociaux qui couvrent les territoires. Et chaque coopérative peut faire affaire avec une ou deux établissements comme ça de santé. Mais c'est sûr que la coordination avec ce qui est déjà financé et existant dans les centres de santé peuvent être très bénéfiques là, au niveau des clés de succès pour les coopératives de santé. Donc, de ne pas s'isoler dans leur coopérative, mais bien de s'intégrer en complémentarité dans un réseau qui est très riche en expérience, en moyens et en outils. Bon, la complémentarité avec le réseau, on vous en a parlé, également de la conformité des coopératives de santé. C'est dommage que ce soit la dernière planche, là, parce que je ne cacherai pas que, je l'ai dit tantôt, au cours des dernières années, on a dû composer avec une perception publique par moment qui était négative à cause du membership, à cause des contributions annuelles. Alors, aussi, puis il faut l'admettre, à cause de certaines pratiques dans les coopératives de santé, c'est pas facile la loi sur la santé, hein. Alors, il y avait certaines pratiques qui ne correspondaient pas aux bonnes pratiques. Alors, nous, on s'est investi à accompagner les dirigeants des coopératives de santé pour qu'ils puissent acquérir les bonnes pratiques, donc être conformes. Mais le temps où c'était pas le cas, où il y avait des pratiques qui étaient pas celles qu'on aurait souhaitées, ben, ça nous a porté préjudice. Et on a eu une couverture médiatique. Quand je dis nous, c'est plus certaines coopératives de santé ont eu une couverture médiatique qui était négative ou néfaste au développement du réseau. Alors, d'où l'importance de la conformité, du processus de conformité qu'on est en train de mettre en place. En conclusion, je vous dirais, je dis souvent, moi, les coopératives de santé au Québec, au départ, c'était un phénomène qui était marginal, c'est un phénomène qui était pas très répandu. De plus en plus, on constate que c'est une réalité sociale maintenant. Puis avec récemment, là, avec l'ouverture du ministère de la Santé, la proximité qui s'est créée entre nous et le ministère de la Santé concernant les coopératives de santé nous laisse croire là, que on est de plus en plus, ou que les coopératives de santé sont de plus en plus là, une réalité sociale. C'est certain que c'est une valeur ajoutée au système de santé. Vous savez que dans des communautés, quand il n'y a pas de service de santé, ben, les jeunes familles n'iront pas s'établir dans ces milieux-là. Les personnes âgées en perte d'autonomie ou les personnes en perte d'autonomie vont essayer de se localiser dans des milieux où il y a une proximité de services. Alors, si on n'a pas les services de santé, au niveau socio-économique, ça a des répercussions, des effets négatifs. On peut pas avoir une coopérative de santé dans tous les villages, mais plus on va être capable d'accentuer la proximité, on va favoriser, comme le disait Gabriel tantôt, une meilleure répartition des effectifs médicaux et on va contribuer ainsi là, à avoir une meilleure santé socio-économique pour plusieurs milieux. Les opportunités de développement sont importantes. On ne croit pas au Québec, on a 50 coopératives de santé au moment où on se parle, on va travailler sur un plan de développement stratégique. Le fait qu'on ait une plus grande proximité et un meilleur partenariat avec le ministère de la Santé, ça va certainement contribuer à l'émergence de nouvelles coopératives de santé. Il faut avoir en tête cependant qu'une coopérative de santé ne multiplie pas le nombre de médecins au Québec. Alors, faut avancer, il faut développer, oui, mais il y a un peu comme peut-être au niveau des services à domicile, je vous l'ai dit, on a 102 entreprises d'économie sociale en aide à domicile. On ne prévoit pas qu'il va en avoir 200. On ne souhaite pas la multiplication des structures, mais plutôt le développement des structures qui sont déjà en place. Je conclurai là-dessus, si on veut se garder un temps pour les questions. Je suis totalement conscient qu'on a fait ça vite, qu'on vous a donné beaucoup d'éléments. Je ne sais pas combien de temps on a pris, je pense qu'on a pris presque une heure.
mais on aurait, vous le constatez, pu faire quelques heures en approfondissant plusieurs éléments ou certains aspects là, du développement des coopératives de services à domicile et des coopératives de santé au Québec. Alors, ce fut un plaisir. Donc, s'il y a des questions? Alors, merci Benoît et Gabriel. Alors, en ce moment-ci, s'il y a des questions dans la salle, des personnes qui s'interrogent un peu sur la présentation qui a été donnée, je vous invite à venir vers l'avant puis à parler dans le téléphone ici. Poser vos questions à nos... Oui, bonjour. Bonjour. Ma préoccupation première, c'est en tant qu'organisme francophone en Ontario, comment le ministère de la Santé du Québec peut donner une accréditation à un organisme hors Québec? À ce que je sache, le ministère de la Santé du Québec ne devrait pas, en tout cas, je ne crois pas qu'il puisse donner des accréditations à des entreprises hors Québec. C'est une institution provinciale, puis l'accréditation doit se faire, entre autres, avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est aussi provinciale. Et en concertation avec les milieux, c'est les agences de santé de services sociaux et les centres de services sociaux qui évaluent l'entreprise en tant que telle avant son accréditation. Et ces deux, les agences et les centres de services sont aussi de compétences provinciales. Question, monsieur. Non. Ma deuxième question, c'est parce que vous avez parlé beaucoup du ministère de la Santé du Québec. Avez-vous eu contact avec le ministère des Services sociaux de l'Ontario? Pas que je sache. Si ça a été le cas, ça a été ponctuel et bref, là. Nous, à la Fédération, c'est sûr qu'on a des partenaires ailleurs au Canada, là, mais le ministère de la Santé et des Services sociaux, que ce soit au niveau des coop de services à domicile ou au niveau des coopératives de santé, je pense qu'il localise là, son intervention ou son partenariat directement ici au Québec. Il faut savoir que, à retenir, là, il s'est établi un partenariat entre le réseau des coopératives de services à domicile et de santé, le réseau des coopératives de services à domicile dès 1996. Ça a été il y a eu un bon partenariat. Bon, il y a de l'argent qui est en ligne de compte là-dedans. Donc, quand il y a de l'argent, c'est toujours un peu plus complexe, puis on n'est pas toujours d'accord. Cependant, de 1996 à 2013, il y a un partenariat avec le ministère de la Santé pour les coopératives de services à domicile qui a été constant et qui a été présent. Le partenariat avec les coopératives de santé, on est à le créer au moment où on se parle, même si ça fait plus de 10 ans qu'il existe des coopératives de santé au Québec. Alors, les coopératives de santé ont été perçues comme, je vous le disais tantôt, un phénomène un peu marginal. Là, ça devient une réalité sociale. Mais le partenariat avec le ministère de la Santé pour les coopératives de santé, si je fais abstraction là, au lien qui unit le médecin avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, ce partenariat-là est tout récent. Si je peux, peut-être en complément, c'est sûr que les systèmes de santé relèvent de compétences provinciales, mais il n'empêche pas qu'avec la Fédération canadienne des coopératives de santé, on a développé des partenariats, puis en ce moment, on travaille à l'élaboration de projets avec des sources de financement fédérales. C'était d'ailleurs ceux qui ont repris les initiatives de développement coopératif, les programmes EDC. Le secrétariat aux je sais pas si on vous enverra on ne perdra pas de temps à chercher le nom. Là. Il y a un secrétariat des affaires canadiennes qui, entre autres, peut financer certains projets avec des enveloppes fédérales, mais c'est sûr que ce qui concerne plus spécifiquement la santé, les usagers souvent relèvent de compétences provinciales. C'est surtout ce qui s'est fait et ce qui s'est vu au fil des ans. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Je ne suis pas sûr. J'aimerais ajouter aussi un complément à la question de monsieur, parce que j'ai pas mal la réponse plutôt pour le côté de l'Ontario. La raison pour laquelle on fait cette présentation aujourd'hui, c'est pour vous montrer un modèle qui marche au Québec, qui a créé des opportunités d'emploi, qui en même temps a répondu à un besoin en termes de services à domicile ou de santé. La raison pour laquelle on présente ce modèle un peu en Ontario en ce moment, c'est parce qu'il y a une tendance au niveau du gouvernement provincial de l'Ontario d'aller chercher de nouvelles alternatives de développement de services à la personne. Et on s'est rendu compte, nous, que ce type de livraison de services-là était beaucoup moins cher que des services qui sont livrés en ce moment par des entreprises privées, etc., en Ontario.
Donc on s'est dit peut-être en montrant ce modèle qui s'est développé au Québec, il y a peut-être des communautés en Ontario et on aimerait que les francophones soient pionniers dans ce domaine-là pour aller développer ce genre de service-là, de coopératives de services à domicile. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour des communautés francophones? Ça pourrait vouloir dire des comités francophones, on crée des coopératives francophones où on va créer des emplois pour des chercheurs d'emploi francophones et servir nos aînés francophones qui, on le sait aussi, on est confrontés aux mêmes défis de vieillissement de la population. Vraiment pour ça, c'est vraiment faire une mise en parallèle. On est conscient que les lois du Québec ne s'appliquent pas ici. Et par contre, on sait qu'il y a un alignement qui commence à se faire en Ontario avec notre ministère de la Santé ici, qui regarde dans ce genre de direction aussi. Ce serait une opportunité à saisir pour nous, les francophones, de se dire on va être les pionniers dans ça, dans les coopératives de services domicile et de santé, et on va, pour une fois, pas être à l'arrière du train, mais devant, on va être la locomotive. Dans le fond, ce que tu suggères, c'est que ça nous inspire pour mettre en place quelque chose qui a besoin de l'aide qui nous est présenté aujourd'hui. Oui. Puis il y a beaucoup de groupes, parce que moi, mon travail, c'est de développer des coopératives en Ontario, moi je travaille pas au Québec. Puis je me rends compte qu'il y a des groupes, il y en a un ici à Cornwall, qui n'est pas présent aujourd'hui, là, mais c'est un groupe bilingue. Il y a un groupe dans la région de Hamilton, un groupe francophone qui se développe, il y a un groupe dans la région de Sudbury, il y en a deux dans la région d'Ottawa, il y en a un peu plusieurs partout en province comme ça, qui travaillent en ce moment même, en ce moment qu'on se parle, sur des projets comme celui-là de coopératives de services à domicile. Puis il y en a un dans la région d'Ottawa, qui est tellement avancé qu'ils ont déjà dégagé un contrat. C'est un modèle qui s'est un peu adapté, là, évidemment, pour notre réalité. Qui ont déjà dégagé un contrat avec des aînés, là, un club d'aînés, pour aller les desservir en priorité, ils vont seulement faire affaire avec eux. Depuis cette 160 aînés dont on parlait. Donc ça c'est déjà une bonne organisation qui s'en fait. Merci de la mise en place, c'est bon. Quelle autre question? J'ajouterais peut-être simplement, là, parce que c'est un élément qu'on doit faire valoir, là, ce qui est un facteur déterminant là, dans les projets qu'on vous a présentés, que ce soit la coop de services à domicile ou la coop de santé, c'est la place qu'on laisse aux citoyens. Alors très souvent, puis il y a quelqu'un qui a fait allusion à ça tantôt, là, moi je dis souvent quand on s'organise pas, on se fait organiser. Là. Alors c'est un moyen de s'organiser, c'est un moyen aussi de laisser aux citoyens, à l'usager, un espace où il a un pouvoir de décider de la façon dont sera offert les services et où seront offerts les services. Donc, la place du citoyen dans ces projets-là, c'est un élément très important. On a un concept, souvent on va prendre une phrase clé, on va dire c'est par et pour les usagers que les entreprises sont administrées. C'est un message qu'on véhicule beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va fermer la conférence et on va pouvoir discuter après entre nous ici. En tout cas, je vous remercie, Benoît et Gabriel, pour la présentation. C'était très apprécié. Ça nous a fait plaisir. Effectivement. Bonne fin de journée. Bonne fin de rencontre. Au revoir.